Retournons, mesdames et messieurs, avec la Banque centrale qui accueille la 26e réunion annuelle du comité des gouverneurs des banques centrales du COMESA. La réunion a réuni un certain nombre de gouverneurs et de représentants des banques centrales des pays du COMESA. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Nadim Samna, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, Dr Nadim Samna. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quel est le rôle que joue le COMESA dans le continent africain pour relancer les économies des pays africains? C'est très important, c'est une union économique, ça permet d'avoir des liens commerciaux assez forts, on va dire en enlevant, ou en tout cas en réduisant fortement les douanes et les barrières douanières entre les pays africains, enfin surtout en Afrique de l'Est. Et en soi, ça permet de favoriser le commerce, ça permet de favoriser les relations commerciales entre ces pays. Donc, ça permet de développer les économies, bien sûr, là, si on arrive à faire du commerce ensemble. Oui. Docteur Nadim Samna, comment ce groupe de pays, comment ce groupe peut-il affronter les séquelles économiques du coronavirus et bien sûr de la guerre russo-ukrainienne? Là, c'est une très bonne question. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Si déjà les pays européens, on va dire, les économies avancées souffrent, les pays africains souffrent encore plus. Après, il faut avoir une sorte de gestion assez saine des finances publiques. Il faut essayer de trouver des alternatives et je pense que une réunion comme celle des banques centrales comme ça, c'est une bonne initiative parce que ça permet de trouver des synergies entre ces pays et augmenter la solidarité entre ces pays. Et je pense que c'est comme ça que les pays africains peuvent s'en sortir, on va dire, au mieux de cette crise. L'Égypte, en tant que présidente de ce comité pour cette session, comment peut-elle promouvoir son économie et bien sûr les économies émergentes semblables? Aujourd'hui, le commerce avec les pays africains, il reste marginal. Hein. L'Afrique, dans son ensemble, ne fait pas partie du top des partenaires commerciaux de l'Égypte. Et aussi, l'Égypte ne représente pas, on va dire, le partenaire privilégié des pays africains. Donc l'objectif, c'est de trouver des synergies entre l'Égypte et les autres pays africains. En exportant ou en important des denrées, des produits, des services. Donc si on compare avec la situation il y a quelques années, il y a bien sûr une nette amélioration. On voit qu'il y a des groupes égyptiens qui sont devenus des investisseurs dans plusieurs pays africains. On voit que c'est essentiellement les groupes égyptiens qui construisent des barrages en Tanzanie. Ça, c'est par exemple un exemple fort. Après, il faut faciliter le commerce, améliorer les routes commerciales entre les deux pays, qu'elles soient maritimes ou terrestres, et développer aussi des visites, des rencontres entre les hommes d'affaires des différents pays pour qu'ils puissent collaborer et investir ensemble et créer, on va dire, une industrie plus forte en Afrique. Est-ce qu'on peut dire que la ZLEC ou le traité de la zone de libre-échange continentale africaine, une fois appliqué, doit anéantir les obstacles qu'affrontent les économies africaines? Et veuillez nous expliquer comment. Alors, anéantir, je pense que c'est un terme assez fort, mais en tout cas, ça va contribuer à réduire les barrières qui sont réduits aujourd'hui et qui empêchent les pays africains à développer leur commerce ou leurs relations commerciales. Oui. Il y a bien sûr d'autres... Ces barrières telles les douanes ou
Quelle barrière, quel Alors, genre de barrière? oui, les douanes, bien sûr. Là, aujourd'hui, bien sûr, là, les douanes représentent une barrière. Là, aujourd'hui, si on veut importer un produit d'un pays commerçable, il n'y a pas de droit de douane, de frais de douane. Mais en même temps, il y a d'autres frais. Il y a les frais de transport, il y a des frais liés à tout ce qui est échange, on va dire, bancaire et transfert bancaire. Il y a la difficulté de trouver des partenaires locaux. Il y a encore pas mal de barrières, mais qui doivent être éliminées au fur et à mesure. Il y a aussi le train qui va relier entre toute l'Afrique du Nord au Sud, de Cape Town en Afrique du Sud jusqu'au Caire. Voyez-vous que ce train pourrait contribuer à diminuer les prix des produits entre les pays africains? Ah, complètement, complètement. Là, si on parlait de la conquête de l'Ouest aux États-Unis il y a un siècle environ, ben là, ça va être exactement la même chose. Le train, ça a la capacité de transporter une grande quantité de produits. Et le fait d'avoir une ligne dédiée comme celle des trains et pouvoir traverser tous ces pays du Caire jusqu'au Cap, ou d'Alexandrie jusqu'au Cap, en train, ça va vraiment développer énormément tous les, on va dire, les terres qui sont autour de cette ligne ferroviaire. Oui. Et si jamais ça se réalise, ça va vraiment être un acte de développement important pour les pays africains. Est-ce que vous voyez que l'application de crypto-monnaie et de l'économie numérique, puisque nous vivons dans le siècle, on peut dire, de la transformation numérique, alors vous voyez que cette application pourrait aider à la relance des activités économiques entre les pays africains? Bon, enfin là, en tout cas, sans parler de monnaie électronique ou de crypto-monnaie, parce que les devises sont déjà électroniques. Lorsqu'on fait des transferts bancaires, là, c'est électronique. Là, les banques correspondantes communiquent à travers des systèmes informatiques. Donc c'est déjà un système c'est-à-dire électronique en soi. Oui. Après, il y a toujours, vous savez là les garanties, il y a aussi un cadre légal qui doit être renforcé. Ce sont des barrières qui sont plus fortes. Après, peut-être les crypto-monnaies, ça peut permettre des échanges, surtout quand il y a un manque de devises étrangères, enfin, surtout le dollar. Mais en gros, on déplace le problème du dollar vers le problème de crypto-monnaies je m'excuse. Volatiles. Ouais. Je m'excuse, docteur Nadim Samna, mais nous arrivons à la fin. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Nadim Samna, expert en économie. Merci pour ces informations. Et enchaînons avec la prochaine élection présidentielle en RDC qui est fixée au 20 décembre 2023 selon le calendrier annoncé officiellement samedi 26 novembre par la Commission nationale indépendante CENI. Après les prochaines élections, la prestation de serment du président élu aura lieu le 20 janvier 2024, a précisé l'organisation. Félix Tshisekedi a déjà exprimé son intention de se représenter. Les détails avec Dalia Karam. Les Congolais seront appelés aux urnes le 20 décembre 2023 afin d'élire pour 5 ans le président de la République démocratique du Congo. Ce scrutin pourrait de nouveau, comme en 2018, opposer l'actuel président Félix Tshisekedi à Martin Fayulu. L'annonce de la date de ce scrutin intervient alors que l'Est du pays reste en proie aux violences de groupes armés, dont la rébellion du M23 qui contrôle une partie d'un territoire du Nord Kivu. L'insécurité persistante dans certaines parties du territoire est un des défis à relever par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, pour organiser dans les temps un scrutin qu'elle veut libre, démocratique, transparent, a déclaré son président qui a lu le calendrier électoral au siège de la Commission.
Des experts ont en outre manifesté leurs doutes sur un processus qui, selon eux, a pris un mauvais départ et risque encore une fois d'aboutir à une élection contestée. En RDC, la présidentielle est une élection à un seul tour, couplée aux législatives ainsi qu'aux élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le président Félix Tshisekedi, qui a succédé à Joseph Kabila en janvier 2019, à l'issue d'une élection controversée, a déjà exprimé son intention de se représenter. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et restez avec nous. Au revoir.